À la fin du IVe siècle, les attaques continuelles des barbares avaient miné l'Empire en jetant le soupçon et la haine sur ses propres soldats étrangers. Mi-barbare, mi-romain d'origine, le général Stylicon en a fait lui aussi les frais. Une mort sanglante qui présageait le destin d'un empire sur le point de s'effondrer. Au Ve siècle, plus de 500 ans après la mort de Jules César, l'Empire romain est dévasté par les guerres et perd rapidement du terrain devant les envahisseurs étrangers. Dans ce chaos, 3 généraux romains s'affrontent pour monter sur le trône impérial. Multipliant les traîtrises, les trahisons et les meurtres, Ricimère, général romain d'origine suève, prend le contrôle de Rome. C'est lui qui tire les ficelles. En 455 après Jésus-Christ, la ville de Rome, sommet de la civilisation, est pillée par une tribu de barbares vandales. Les Vandales sont remontés d'Afrique du Nord jusqu'à la capitale du monde romain, ou ce qu'il en restait tout du moins. Les Romains sont choqués et terrifiés de voir que les barbares peuvent s'emparer de cet antique centre de la culture et prendre littéralement ce qu'ils veulent. Après des siècles d'attaques barbares continuelles, Rome a perdu le contrôle de la Méditerranée. Totalement démuni, l'Empire sacrifie son ultime trésor le plus précieux de tous, sa terre. En échange de la paix, Rome abandonne son sol fertile aux tribus barbares. Le problème est que les Romains n'avaient pas le choix. Ils ont dû négocier avec les barbares. Ils ont dit très bien, vous êtes ici, on ne peut pas vous chasser, alors on vous donne ce territoire. Et ils leur ont cédé ces terres. Depuis plus de 75 ans, l'Empire est officiellement divisé entre l'Est et l'Ouest. Mais tandis que l'Empire d'Orient reste puissant, celui d'Occident a perdu la majorité de son territoire au profit des barbares. En contrepartie de ces terres, l'Empire reçoit des soldats barbares dans ses armées. Mais cet échange se retourne contre lui. Les empereurs ont conclu un pacte avec le diable, en quelque sorte. En donnant leurs terres aux barbares, les empereurs romains se sont aussi privés des impôts que ces terres faisaient rentrer dans le trésor impérial. Plus ils cédaient de terres, plus ils s'appauvrissaient. Et plus ils étaient pauvres, plus ils devaient sacrifier de terres. La puissance de l'Empire romain s'est épuisée dans cette spirale infernale. Depuis toujours, l'Empire a besoin du renfort des mercenaires étrangers. Mais au Ve siècle, les soldats de l'armée romaine sont presque tous des fils de barbares. Les ennemis d'hier sont aujourd'hui dans les rangs de l'armée romaine. Jadis esclaves des Romains, les barbares sont maintenant souvent leurs supérieurs. Tous ces hommes disaient « Mes parents étaient des barbares, mais pas moi. Moi, je suis général dans l'armée romaine. » Et ils rivalisaient entre eux pour obtenir l'honneur d'être le chef. Des tensions ethniques séculaires divisent l'armée en opposant les soldats entre eux, romains contre barbares. Mais en l'an 456, un général ambitieux est bien décidé à faire régner l'ordre, même s'il est lui-même un barbare. Son nom, Ricimère. La carrière de Ricimère a suivi un chemin assez ordinaire pour un barbare de la noblesse. Il appartenait à une branche cadette de la famille royale wisigothe. N'ayant aucun espoir solide d'accéder au pouvoir dans sa société d'origine, il a tenté sa chance en tant qu'officier dans l'armée romaine, où il a réussi de façon magistrale. Ricimère trame maintenant un plan pour gagner encore plus de pouvoir dans l'Empire d'Occident. Il va lancer son armée contre le plus grand ennemi de Rome, les Vandales. Le problème est qu'à cette époque, il n'existe pas d'armée romaine en tant que telle. Quand un général, quel qu'il soit, perçoit une menace, il doit se débrouiller pour lever une armée s'il a de l'argent,
conduire cette armée à l'endroit voulu et livrer bataille. Ricimer marche sur Agrigente, dans l'actuelle Sicile, pour se battre contre les troupes vandales qui arrivent par bateau de leur bastion de Carthage. Sur place, les guerriers vandales donnent du fil à retordre à Ricimer et à ses troupes. Ils connaissent leur ennemi et connaissent aussi très bien le terrain. La Sicile et le sud de l'Italie étaient pour ainsi dire le distributeur automatique des Vandales. À chaque printemps, ils prenaient la mer et ramaient jusque là-bas pour faire un gros retrait. Puis ils rentraient chez eux et les caméras de sécurité romaines ne pouvaient rien faire. Ricimer conduit ses troupes contre l'assaut puissant des barbares. Mais malgré ses talents militaires, son armée de mercenaires est en position de faiblesse. Au milieu du 5e siècle, l'armée romaine n'est plus ce qu'elle était 100 ans plus tôt. D'une part, elle compte beaucoup moins d'hommes. D'autre part, elle est moins bien armée. Et elle est aussi certainement moins disciplinée. Si bien que d'après les textes, il semble que l'armée ne suit aucun entraînement et n'a aucune tactique de bataille. On a simplement un troupeau de mercenaires lancé contre un troupeau de barbares qui s'entretuent jusqu'à ce que la nuit soit tombée, que l'un des deux camps s'avoue vaincu, batte en retraite, ou pour n'importe quelle autre raison. Bien que la puissance et la discipline des troupes romaines se soient évanouies depuis des dizaines d'années, les Vandales ne parviennent pas à écraser les hommes de Ricimer. L'armée romaine remporte la victoire, pas pour l'Empire, mais pour son grand général. Après cette rude bataille, Ricimer rentre à Rome en héros. Mais il n'est pas le seul général cherchant la gloire et la fortune à Rome. Deux de ses amis d'enfance partagent la même ambition, Majorien et Ægidius. Ricimer, Majorien et Ægidius avaient effectivement fait leur début d'officier ensemble, et leur carrière avait évolué en parallèle au fil des années. Mais leurs différences personnelles sèment à présent la discorde entre eux. Les trois hommes sont le reflet des problèmes ethniques qui entravent l'Empire. Les tensions personnelles évidentes qui éclatent entre Ægidius, Ricimer et Majorien sont dues en partie à leurs origines. Ægidius est originaire de Gaule, Majorien d'Italie et Ricimer est un Suève qui veut vivre comme un Romain. Et Ricimer entend bien prouver qu'il a autant de droit à un morceau de l'Empire que tout autre Romain. Mais la compétition pour le pouvoir suprême ne se limite pas à Ricimer, Majorien et Ægidius. Ils doivent à présent prêter allégeance à un nouvel empereur, Avitus, dont la présence précaire sur le trône ne repose que sur la puissance des barbares qui l'entourent. Il est évident que le règne d'Avitus reposait sur le soutien militaire des Goths, et que le roi des Goths était son allié le plus influent, et lui était même, à certains égards, totalement indispensable. Avec sa garde de Goths, Avitus est intouchable. Tandis que cet homme de paille savoure le luxe du pouvoir en négligeant les véritables problèmes de l'Empire, Ricimer et ses amis ne peuvent rien faire d'autre que d'obéir aux ordres et attendre. En Afrique du Nord, les Vandales se sont emparés des réserves de céréales de Rome. L'Afrique du Nord était le grenier à blé de l'Empire. On y produisait des céréales, la nourriture de base de la plupart des gens, et de l'huile d'olive, qui assurait l'apport en matière grasse dans l'alimentation, mais servait aussi à des milliers d'autres choses. Sans les précieuses céréales, la famine s'empare de ce qui reste des provinces de l'Empire. À Rome, les pauvres doivent voler ce qu'ils peuvent pour survivre. La sécurité et l'aisance de l'âge d'or sont révolues. La cité est maintenant en proie au désespoir et au trouble.
Plus rien ne va comme avant. Il n'y a plus aucune stabilité. Il n'y a plus aucune confiance dans l'avenir. C'est l'incertitude totale. Au palais impérial, la situation ne tarde pas à se détériorer également. Furieux et impatients, les soldats wisigoths de l'empereur Avitus réclament le paiement de leurs soldes. Avitus a le dos au mur. Les empereurs romains ne pouvaient pas payer en argent les troupes barbares dont ils avaient besoin, car les revenus de l'Empire étaient devenus trop insuffisants. Par conséquent, pour s'assurer un soutien militaire, ils faisaient du troc en offrant ce qu'ils avaient comme bien en nature. Avitus a été contraint de prendre le bronze des temples pour payer les hommes qu'il avait accompagnés en Gaule, tous les Goths de son armée et de sa garde. Mais en vendant les trésors de Rome, Avitus ne fait que sauver sa peau. Il laisse l'Italie dans la misère. Affamés et désespérés, les Romains font des émeutes dans les rues et réclament qu'Avitus bannisse les Goths de Rome. Avitus n'est pas populaire. Il n'est pas aimé dans les rangs de l'armée italienne et le général Ricimer ne l'aime pas non plus. Ricimer et Majorien voient une occasion à saisir dans la colère de la population. Avitus était dans une situation désespérée. Et lorsque Ricimer, le général romain d'origine barbare, a décrété qu'il n'avait plus d'intérêt à le soutenir, Avitus n'avait plus d'autre solution que de s'enfuir. L'empereur peut fuir la foule en colère, mais échapper aux ambitions de Ricimer est beaucoup plus difficile. Chassé de Rome, Avitus traverse les Alpes pour rejoindre la Gaule où il est né et rassembler des troupes de Wisigoths pour rentrer en Italie. Avec le soutien de ses compatriotes gaulois, Avitus compte reprendre le trône facilement. Mais à son retour sur le sol italien, Ricimer et Majorien l'attendent de pied ferme. L'embuscade est violente. Ce sont des combats au corps à corps. Il faut pouvoir tuer l'adversaire à la pointe du glaive. Les soldats se retrouvent dans une mêlée générale où ils se poussent les uns les autres. Ils courent dans tous les sens. Ils marchent sur des cadavres et les blessés hurlent de douleur. L'armée d'Avitus est écrasée dans ce bain de sang, mais contre toute attente, Ricimer épargne la vie de l'empereur sur le champ de bataille. Avitus est sacré évêque dans une église de la ville même de sa défaite. Pourquoi Avitus, l'empereur déposé, a-t-il été fait évêque? Pour le priver définitivement de tout lien avec l'armée et de tout pouvoir militaire. Et deuxièmement, pour que Ricimer, celui qui l'avait renversé, puisse dire qu'il n'avait pas assassiné un empereur légitime, mais qu'il lui avait au contraire permis de suivre sa vocation religieuse comme il avait toujours rêvé de le faire. Telle est la version officielle. Mais dans l'ombre, Ricimer envoie un homme de main, son vieil ami Majorien, pour supprimer définitivement Avitus. L'exil religieux ne suffit pas à Ricimer. Il veut la victoire totale. Les Romains d'Italie voulaient protéger ce qu'ils considéraient comme leurs intérêts. En renversant, puis en faisant étrangler Avitus, ils s'étaient débarrassés de l'empereur d'origine gauloise. Et maintenant, ils espéraient pouvoir revenir sur le devant de la scène et que l'Italie, la source de la grandeur originelle de Rome, allait de nouveau sauver l'Empire romain. Avitus étant enfin écarté du pouvoir, l'Italie fait la fête. Mais celui qui a tramé sa mort n'a nullement l'intention de se proclamer empereur à sa place.
Ricimer savait pertinemment qu'il ne pourrait pas rester sur le trône. Personne n'aurait accepté qu'un chef militaire d'origine barbare, et qui plus est lié à la famille royale wisigothe, devienne empereur. Aucun chef barbare n'envisageait sérieusement que ce soit possible. Ricimer désigne un homme qu'il pense pouvoir contrôler. Son meilleur ami. Majorien, l'homme que Ricimer a décidé de faire couronner empereur à sa place, était italien. Ricimer avait parfaitement jaugé l'opinion romaine, et surtout celle de la classe supérieure italienne. L'élite romaine d'Italie voulait un empereur italien. Ricimer avait décidé de tenir les rênes du pouvoir dans l'ombre et de porter Majorien, cet Italien pure souche, sur le trône. Comme le magicien d'Oz, Ricimer comptait tirer les ficelles en coulisses, ou c'est tout du moins ce qu'il espérait. Avec ce nouveau gouvernement, les trois amis goûtent à l'ivresse du pouvoir. Ricimer est nommé chef des armées d'Italie et Ægidius est envoyé en mission dans sa Gaule natale. Ægidius remporte un certain nombre de victoires. De multiples textes sont très élogieux à son sujet, aussi bien en tant que général qu'en tant que personne. Il semble avoir été un homme très charismatique et un brillant chef militaire. En Gaule, Ægidius établit son camp militaire près de la ville de Soissons. Avec les Francs au nord, les Visigoths à l'ouest et les Burgondes à l'est, il est cerné de toutes parts par les barbares. Continuellement assaillis par leurs ennemis, Ægidius et son armée se montrent à la hauteur des attentes, fermement décidés à défendre coûte que coûte la Gaule romaine. Ægidius était un Romain d'origine gauloise, qui avait une grande expérience militaire et diplomatique. Les Romains espéraient qu'il arrêterait l'invasion de la Gaule par les troupes barbares, surtout celle des Goths, et qu'il protégerait la petite portion de la Gaule qui faisait encore partie de l'Empire romain. Les troupes déjà affaiblies d'Ægidius subissent de lourdes pertes sous le coup des attaques répétées, mais ils refusent de s'avouer vaincus. À cette époque, vers 450, Ægidius pouvait encore espérer réussir. Il s'accroche à cet espoir et fait tout ce qu'il peut pour restaurer le pouvoir de Rome. Ægidius étant en Gaule, Ricimer se pense libre d'exercer les pleins pouvoirs en Italie. Mais Majorien a d'autres projets. Ricimer se rend compte que Majorien a l'intention de jouer pleinement son rôle d'empereur, et non d'être un homme de paille comme il l'espérait. Majorien fait tout ce qu'il peut pour éclipser Ricimer, pour le mettre sur la touche. Et il essaie de prendre lui-même le commandement des grandes opérations militaires. Majorien est un empereur exemplaire. Il est très dynamique et très efficace. Il est également conscient des faiblesses de l'Empire et bien décidé à les corriger. Majorien organise une grande campagne militaire contre Genséric, le roi des Vandales, en laissant Ricimer de côté. Mais ce dernier n'a pas l'intention de se laisser faire. Majorien prend la tête de ses troupes, traverse les Alpes et la Gaule jusqu'en Hispanie pour préparer une bataille navale contre les Vandales d'Afrique du Nord. Il rassemble des charpentiers pour construire les navires, les plus puissants et les plus rapides qui soient, dans l'espoir d'écraser la redoutable flotte du roi vandale Genséric. Majorien voulait chasser les Vandales d'Afrique du Nord pour récupérer la plus importante source de revenus et de nourriture de l'Empire romain. Stationné à proximité des côtes de la Méditerranée,
Majorien prend toutes les précautions pour assurer le succès de cette mission capitale et très coûteuse. D'après tous les témoignages que nous avons, Majorien se montre très prudent. Il envoie des éclaireurs de l'autre côté du détroit de Gibraltar pour prendre la température en quelque sorte, pour s'assurer que les troupes locales vont soutenir son débarquement. Car ce qu'il prévoit est une opération de débarquement. Ce n'est pas le 6 juin 1944, mais au regard des moyens de l'époque, c'est une opération navale considérable. Mais au cours d'une nuit, son plan est ruiné. Malgré tous ses efforts, les hommes de Genséric incendient la flotte romaine. Une fois encore, les Vandales se montrent plus forts que les Romains. Ils ne réussissent pas à vaincre les Vandales. L'opération navale est un échec avant même d'avoir commencé. L'expédition contre les Vandales échoue à mi-chemin alors que jusqu'alors, les Romains avaient marqué des points. Si Majorien avait réussi à conquérir l'Afrique du Nord, il aurait été intouchable. Mais vu le cours des événements, la mission était une catastrophe. L'invasion prévue était un échec total. La flotte préparée pour transporter les soldats de l'autre côté de la Méditerranée avait été réduite en cendres dans le port où on venait de la construire. Majorien rentre totalement abattu en Italie. Son grand projet de reconquête de l'Afrique du Nord a échoué. Cette défaite est une humiliation pour Majorien. Compte tenu de ce que le pouvoir et l'honneur signifiaient pour les Romains, cet empereur, qui était le dernier à avoir la stature nécessaire pour conduire les hommes à la guerre et prouver sa virilité, cet empereur est totalement humilié. À travers les bois, sur la même route menant à Rome, un bataillon de soldats arrive pour intercepter l'empereur. C'est la garde d'honneur du vieil ami de Majorien, Ricimer. Majorien était le premier empereur militaire de Rome depuis des années. Mais après la défaite de l'expédition contre les Vandales, Ricimer a décidé de se débarrasser de lui pour des raisons qui demeurent obscures. Il y avait peut-être d'autres différends entre eux. Majorien rejetait peut-être la responsabilité de la défaite sur Ricimer ou l'inverse. On ne sait pas bien ce qui s'est passé. Jean d'Antioche, un écrivain du 5e siècle, raconte: Ricimer et ses soldats l'arrêtèrent, lui arrachèrent sa tunique pourpre et sa couronne, le frappèrent et le décapitèrent. Ainsi s'acheva la vie de Majorien. Transportant la nouvelle de l'assassinat de Majorien, un messager fait route vers l'avant-poste romain de Soissons dans la lointaine Gaule où Ægidius est stationné. C'est une très mauvaise nouvelle pour le général. Ægidius a forcément pensé à l'amitié qui les liait, Majorien, Ricimer et lui. C'est la seule réaction qu'il a pu avoir. Ils avaient servi ensemble pendant des dizaines d'années. Qu'est-ce que cette mort changeait pour lui? Toute la légitimité de son rôle reposait sur Majorien, qui venait d'être discrédité et assassiné. Son avenir était très incertain. Maintenant que Majorien est mort, Ægidius ne voit plus aucune raison de continuer à collaborer avec Ricimer. Il décide donc de faire scission. Il refuse de reconnaître Ricimer et son nouveau gouvernement, et se met à diriger sa partie de la Gaule comme un royaume indépendant. Ægidius doit préparer ses soldats. Se décréter indépendant de Ricimer, cela revient à lui déclarer la guerre. En rejetant le gouvernement de Ricimer en Italie, Ægidius considère que son royaume de Soissons est le dernier vestige de l'Empire romain. Rien ne prouve qu'ils obéissent aux ordres de Ricimer ou de qui que ce soit en Italie. Ils se débrouillent seuls. Ils sont totalement indépendants. La structure de l'Empire est désormais réduite à néant.
À Rome, Ricimer se prépare aussi à la guerre. Mais il doit tout d'abord trouver un nouvel empereur pour obéir à ses ordres. Cette fois-ci, il n'y a aucun litige. L'homme qu'il choisit n'est rien de plus qu'un pantin, Libius Severus. Personne ne veut devenir empereur. C'est une fonction qui ne sert plus à rien. La seule personne qui ait besoin d'un empereur, c'est le chef des armées. Il est le seul à en avoir besoin. L'empereur ne sert à personne d'autre. Ricimer doit donc trouver un empereur, et c'est lui qui désigne Libius Severus comme successeur de Majorien. Avec à ses côtés Sévère, le nouvel empereur, Ricimer peut faire ce qu'il veut. Et rien ne peut lui faire plus plaisir que de se débarrasser définitivement d'Egidius. Egidius et ses hommes sont prêts à en découdre avec Ricimer. Il avait peut-être pensé qu'il était un partenaire à part entière dans cette partie, qu'il y avait deux généraux aux commandes, Ricimer et lui. Mais Egidius a découvert qu'il n'était pas un véritable partenaire. Ricimer ne lui a pas demandé son avis. Il n'est plus le troisième sommet du triangle. Il est tout seul. Ricimer prépare un plan pour repousser l'attaque imminente d'Egidius. L'empereur Sévère étant sous sa coupe, il conclut un marché avec d'anciens ennemis de Rome, les Goths. Ricimer considérait que l'attaque de l'Italie par Egidius était une menace très sérieuse. Et il a adopté une tactique très habile. Il a fait alliance avec les Goths qui se trouvaient à l'arrière des troupes d'Egidius. Les Goths étaient ici, Egidius au milieu et l'Italie là. Ricimer savait que si les Goths parvenaient à affaiblir Egidius par l'arrière, celui-ci ne réussirait pas à aller jusqu'en Italie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comme d'habitude, Ricimer charge quelqu'un d'autre de faire le travail. Ravi de déclencher une guerre contre Egidius, l'empereur Sévère est un pantin idéal pour Ricimer. Alors qu'Egidius et ses troupes quittent Soissons en direction du sud, ils sont attaqués près d'Orléans par l'armée de Goths à la solde de Ricimer. Les batailles de cette époque commençaient par des échanges de hurlements entre les deux camps, comme avant le coup d'envoi d'un match de football. C'était un véritable rituel. Les soldats commençaient par grogner d'une voix grave pour finir par hurler à tue-tête et lancer leurs armes sur le camp adverse. Devant des ennemis aussi puissants, Egidius et ses hommes ont toutes les peines du monde à faire face. Les barbares étaient particulièrement réputés pour courir très vite. Et ils lançaient des haches de guerre, dotées d'une lame extrêmement tranchante et d'une tête très lourde, qui soit fracassaient le bouclier de l'adversaire, soit se plantaient directement dans son corps, si le coup faisait mal. Mais tandis que les Goths ne combattent que pour l'argent, Egidius, lui, se bat pour la survie de Rome. Il finit par remporter la victoire, même si les pertes sont lourdes. Dans l'hôpital de campagne, Egidius et ses hommes se remettent de l'attaque des Goths. Mais il sait que d'autres vont suivre. Egidius avait du pain sur la planche. Les accords que Ricimer avait conclus avec les royaumes des alentours signifiaient qu'il allait avoir fort à faire avec eux. Ils allaient être sa priorité numéro 1. Et en étant occupé en Gaule, il ne pouvait consacrer aucune de ses troupes à envahir l'Italie. Il n'avait tout bonnement pas les moyens de le faire. Ne sachant comment écraser l'armée de Ricimer à Rome, il se tourne vers un allié inattendu.
Égidius envoie un messager vers le sud, au plus dangereux ennemi de Rome, Genséric, qui, en tant que roi des Vandales, s'est emparé depuis plus de 20 ans de l'Afrique du Nord, le grenier à blé de l'Empire romain. En envoyant ce messager pour essayer de conclure un marché, Égidius devait être très inquiet de ce qui pourrait se passer si cela s'ébruitait. D'un côté, les gens pouvaient se dire qu'en trouvant un terrain d'entente avec les Vandales, ils avaient un bel avenir devant eux, mais de l'autre, ils pouvaient aussi se demander à quoi ils devraient renoncer pour traiter avec ces hommes qui s'étaient emparés de la partie la plus précieuse et la plus riche de l'Empire. Après avoir traversé la Gaule et l'Hispanie, l'envoyé d'Égidius atteint l'Afrique du Nord. Parvenu au camp des Vandales, il délivre la requête de son général. Il semble qu'Égidius ait cherché à établir des relations avec Genséric en Afrique du Nord, dans la mesure où ils avaient un ennemi commun, à savoir Ricimer en Italie. Si la Gaule et l'Afrique du Nord se mettaient à menacer Ricimer, ils pouvaient se retrouver dans une position très périlleuse. Genséric, le roi vandale, était peut-être le dernier et le plus sûr espoir de la survie de l'Empire. À Soissons, à des milliers de kilomètres du royaume vandale d'Afrique du Nord, Égidius ne peut rien faire d'autre que d'attendre une réponse. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé. Il est probable que l'envoyé d'Égidius ait atteint les Vandales et qu'un accord était en préparation. Mais on ne peut pas l'affirmer. Égidius n'en a plus le temps. Des hommes de main envoyés par Ricimer font en sorte qu'il ne puisse jamais accomplir son rêve de restaurer l'Empire. Les ennemis d'Égidius ont pris son ambition suffisamment au sérieux et ont probablement considéré qu'elle avait suffisamment de chances de succès pour décider finalement de l'éliminer par la ruse, faute de pouvoir le supprimer en combat loyal sur le champ de bataille. Égidius étant définitivement écarté, l'appétit de puissance de Ricimer ne fait que croître, et sa soif de sang le pousse à abréger la vie de Sévère, sa marionnette. Ricimer fait et défait toute une série d'empereurs en usant de violence pour trouver l'homme de paille idéal. Celui qui lui permettrait de détenir le pouvoir absolu, mais qui n'aurait pas d'ambition personnelle. Mais le problème de Ricimer est qu'à chaque fois qu'il met un empereur sur le trône, celui-ci ne veut pas rester une marionnette longtemps. À présent, le pouvoir absolu est entre ses mains. Son ambition et sa soif de sang semblent être sans bornes. 2 années durant, Ricimer règne sur Rome sans nommer d'empereur. Les Vandales continuent, eux, de ravager l'Empire. Toute alliance éventuellement conclue avec Égidius est aussi morte que le général lui-même. Tandis que Ricimer siège sur un trône vacillant, il démantèle l'Empire morceau par morceau. Quand l'Empire d'Occident a commencé à se désintégrer, les choses sont allées très vite. D'une certaine façon, l'Empire romain ne s'est pas effondré. Il s'est effrité jusqu'au moment où le titre d'empereur n'a plus eu aucune valeur. Les échecs répétés de Ricimer face aux Vandales ne font qu'empirer les choses. Quand les Vandales atteignent les côtes de l'Empire d'Orient, Constantinople, sa capitale, est contrainte de prendre des mesures contre Ricimer avant qu'il ne soit trop tard. À l'abri des murailles de son palais, Léon Ier, l'empereur d'Orient, met un plan sur pied pour sauver son empire de Ricimer et des envahisseurs barbares.
C'est à ce moment-là que Léon Ier se rend compte qu'il doit arrêter les Vandales et qu'il décide d'envoyer Anthemius. Or, Anthemius était le gendre du précédent empereur d'Orient. Il avait donc davantage de droits au trône que Léon Ier. Celui-ci fait donc d'une pierre deux coups. Il se débarrasse d'un opposant en puissance et il donne un empereur à l'Occident, un empereur compétent. Léon Ier a également tout prévu pour la famille d'Anthemius. Il les envoie tous à Rome, au palais de Ricimère, loin de leur demeure de Constantinople. Tandis qu'Anthemius monte sur le trône de l'Empire d'Occident, Alypia, la fille d'Anthemius, est offerte en mariage à Ricimère pour essayer de freiner ses ambitions. Il semble que le gouvernement ne se soit pas opposé à cette décision et que Ricimère, qui était l'empereur en place, ait fait bon accueil à Anthemius et épousé sa fille Alypia. Toutes les conditions semblaient réunies pour que les choses prennent un bon départ et se passent bien. Mais Ricimère constate rapidement qu'Anthemius n'est pas une nouvelle marionnette, contrairement à ce qu'il espérait. Le véritable problème, c'était Anthemius. Il avait été envoyé par l'Empire d'Orient, il agissait en véritable empereur, et il ne faisait pas toujours ce que Ricimère voulait. En l'an 468, alors qu'Anthemius contrôle l'Empire d'Occident, Léon Ier, l'empereur d'Orient, finance une expédition d'envergure pour chasser les Vandales de Sicile. Jamais l'Empire d'Orient n'a aidé militairement l'Empire d'Occident sans que ses intérêts soient en jeu. Et presque à chaque fois, il s'agissait de lutter contre les Vandales, car ils détenaient un port immense et une puissante flotte. C'est évidemment ce qui est à l'origine de la grande expédition de l'an 468, car les Vandales pouvaient désormais attaquer l'Orient de toutes parts. Mais Ricimère ne supporte pas Anthemius, qui, avec l'appui de l'Empire d'Orient, diminue son emprise sur le pouvoir. Il était de tradition dans l'Empire d'Occident que les empereurs soient de simples hommes de paille. Ricimère prenait les décisions importantes. Il désignait et déposait les empereurs à sa guise et dirigeait les opérations militaires. Mais contrairement aux autres, Anthemius était parfaitement capable de le faire lui-même. Ivre de jalousie, Ricimère sabote l'opération. Il assassine des officiers romains, laissant ainsi les forces de l'Empire à la merci de l'ennemi. La bataille est un échec, et comble de malchance, la flotte commandée par le beau-frère de Léon Ier est également vaincue. Les navires sont incendiés, l'opération militaire est un désastre total. Après l'écrasante défaite de l'Empire en Sicile, Ricimère passe des mois à rassembler des troupes à Milan pour lancer une gigantesque attaque contre Anthemius à Rome. Ricimère lance son armée sur Rome et assiège Anthemius pendant 9 mois jusqu'à ce que l'Empire s'effondre totalement. Et pendant ce temps-là, pendant que Rome est assiégée, Léon Ier reçoit des messagers d'Occident qui lui transmettent des appels au secours en disant que la situation est infernale, que c'est la guerre civile. Mais il est trop tard pour sauver Rome de la rage de Ricimère. Anthemius a juste le temps de fuir. Comme un autre avant lui, Anthemius cherche asile dans une église. On sait que les assiégeants ont pris Rome au début juillet 472 et que les partisans d'Anthemius ont pris la fuite. Anthemius s'est déguisé en mendiant et il a probablement été arrêté sur le tombeau du martyr de Saint Chrysogone.
Cette fois-ci, Ricimer ne fait pas appel à un homme de main pour supprimer l'empereur. Sur les marches de l'autel, il se charge lui-même du sacrifice de son ultime victime, Anthemius. Il a été exécuté en étant probablement décapité, comme les Romains en avaient l'habitude. Sa tête a été certainement plantée ensuite sur une pique et exhibée. Ricimer se montre à la hauteur de sa réputation. Une fois encore, c'est dans un bain de sang qu'il se taille une place à Rome, en ne laissant que des cadavres sur son chemin, des corps sans vie, comme l'Empire lui-même. De nouveau privé d'empereur, Rome est livrée à l'anarchie et à la violence. Les barbares pillent les villes d'Italie sans rencontrer beaucoup de résistance. Les barbares partent en expédition, ils mettent à sac les villes, violent et tuent sur leur passage et reviennent à leur base. C'est ce que les populations doivent supporter à longueur d'année. Il n'y a aucune stabilité. Ricimer ne fait rien pour empêcher la destruction de l'Empire. Il ne se soucie que de lui-même comme toujours, construisant sa puissance sur la faiblesse de l'Empire. On se trouve dans une situation singulière. Personne ne semble avoir besoin d'un véritable empereur. Et il est difficile de trouver un rôle clair pour le général en chef des armées de l'Occident. On peut se demander à quoi sert le gouvernement impérial. Cette société se décompose et perd la structure qui définissait l'Empire romain. Ricimer est un homme qui a construit sa carrière et son pouvoir sur les innombrables cadavres de ses ennemis, barbares et romains confondus. Dans cette période de trouble, même les détails de la mort de Ricimer sont obscurs. L'historien Priscus est la seule source que nous ayons. Il raconte que Ricimer est mort en vomissant de grandes quantités de sang. C'est tout ce qui est dit. On ne sait donc pas s'il s'agissait d'un ulcère, d'un cancer ou d'autre chose. Les sources ne permettent pas de le dire. L'homme qui tirait les ficelles entraîne l'Empire d'Occident dans sa mort. Les chefs barbares, les Goths, aussi bien que les autres, avaient maintenant assez d'argent et de soldats pour décider du sort de l'Empire romain. Et c'est exactement ce qui s'est passé après la mort de Ricimer. La soif de domination de Ricimer n'avait apporté que la ruine à l'Empire dont il voulait être le maître. Mais sans lui, l'avenir de Rome s'annonçait plus sombre encore.